bonjour à tous. Donc ce que je vais vous présenter, moi, c'est une technique de mesure de comportement des consommateurs. Je vais me limiter à ça, sachant que cette technique, on l'a mis en place à l'ISVV grâce à la possibilité de faire des équipes pluridisciplinaires avec Stéphanie Pérez qui est ici présente en économie, mais aussi des œnologues, Alexandre Ponce notamment qui travaille avec nous, et puis des sensorialistes comme Sophie Tampère, et ce qui fait qu'on arrive à construire une équipe pluridisciplinaire pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est du domaine des possibles dans le domaine du vin, de l'économie du vin, et puis comment on va essayer de comprendre la réceptivité potentielle des consommateurs, l'acceptabilité des consommateurs pour des vins qui ne sont pas forcément sur le marché, mais qui pourraient l'être un jour, et donc comment on pourra les construire et puis les adapter. Alors les enjeux pour les entreprises, eh bien c'est simplement, je vais aller vite sur ces transparents-là d'introduction, c'est s'adapter à l'évolution de la demande des consommateurs et des distributeurs, parce que tout à l'heure on parlait là des ACV en disant que c'est pas demandé par les consommateurs, mais je pense que c'est demandé au contraire par les importateurs, et ce qui pour une entreprise est tout aussi important, c'est-à-dire que les importateurs, les distributeurs ont des exigences parfois en matière de normalisation environnementale qui sont tout aussi importantes qui reflètent d'une manière ou d'une autre celle des consommateurs, mais même si ce n'est pas complètement conscient. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a l'influence, donc l'évolution de la demande des consommateurs et des distributeurs, l'évolution des goûts, qui est une chose importante, parce qu'on sait que dans l'histoire du goût, il y a une évolution dont il faut tenir compte, il faut s'adapter à cette évolution du goût, on pourra y revenir. Une évolution des exigences des consommateurs, alors là justement je viens de faire allusion à l'exigence de responsabilité sociale et environnementale, qui est de façon directe ou indirecte. Et puis, le deuxième point qui est important, c'est d'être capable de se différencier de la concurrence dans un univers hyper concurrentiel, où il faut être capable donc de se démarquer, de montrer qu'on est quelque chose dans ce monde autant concurrentiel. Alors j'y reviendrai par rapport à la suite, parce que sur le plan concret de l'économie expérimentale, cette réflexion est une très grande importance. Alors, l'idée, donc, c'est que la demande, elle est très, très compliquée à comprendre, à discerner, d'autant plus qu'il y a toute une série, bon, je ne vais pas y revenir, mais enfin, toute une série de caractéristiques, d'influence, l'influence des gourous, l'influence des étiquettes, etc., de la promotion, qui font qu'il y a une grande difficulté pour les chercheurs de l'économie de la consommation à essayer de comprendre quels sont les véritables arbitrages importants pour les consommateurs. Et je crois qu'il y a un point dont on ne parle pas assez dans la littérature économique, et même marketing, c'est l'influence de la disponibilité des produits. C'est-à-dire qu'on n'achète que ce qui est disponible, que ce qu'on voit, et on va changer son comportement en fonction de ce qu'on a véritablement de disponible au niveau d'un distributeur. Et je vais y revenir à la fin si j'ai le temps, mais c'est très très important de considérer que l'appréciation que l'on a pour un vin, par exemple, eh bien c'est pas uniquement l'appréciation qu'on a pour ce vin, mais c'est par rapport aux autres vins qui sont réellement disponibles sur le marché et dans un distributeur particulier, chez un caviste particulier. Et donc l'influence de la disponibilité des produits est, à mon avis, fondamentale pour comprendre l'attitude des consommateurs. Je vais y revenir. Alors, comment mesurer les questions de recherche, et donc comment mesurer la valeur des produits pour les consommateurs? Est-il possible d'identifier la contribution de chaque caractéristique à la valeur d'un vin? Donc, c'est-à-dire que si on change une caractéristique précise d'un vin, qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va changer dans l'esprit des consommateurs? Comment mesurer l'impact d'une modification de ces caractéristiques? Et comment mesurer l'information que l'on donne aux consommateurs sur ces caractéristiques? Donc c'est ça les questions qui se posent à l'économie expérimentale. Alors, typiquement, qu'est-ce qu'on fait en économie expérimentale? Donc, on a des participants dans un laboratoire ou alors in situ auprès des distributeurs, c'est une autre possibilité, parce qu'il y a deux types de littérature par rapport à cette question-là. On fournit donc de l'information, on s'adapte à chaque étape, donc on donne petit à petit, dans un protocole expérimental, on donne de l'information aux consommateurs et puis on va essayer de voir comment cette information influence l'avis des consommateurs. Et on va le mesurer par le consentement à payer. C'est pas uniquement par le déclaratif, je dirais, de l'appréciation qu'ont les consommateurs sur le vin, mais c'est aussi pour voir quel est ce dont on a parlé tout à l'heure, le consentement à payer. Alors, je crois que la question importante, c'est l'originalité de l'économie expérimentale. Il y a deux originalités par rapport aux méthodes classiques. C'est
on n'est pas dans le déclaratif. L'économie expérimentale refuse le déclaratif en disant mais il faut voir ce que réellement les consommateurs achètent. Et on doit faire en sorte qu'ils nous disent la vérité. Et ça, c'est le premier point important, c'est de dire ce qu'on nous dit n'est pas forcément la vérité. La vérité, c'est ce qu'on achète par un processus de révélation. Le deuxième point important, c'est qu'on refuse le mensonge. C'est-à-dire qu'on pense en économie expérimentale, c'est la déontologie de la discipline scientifique en question, c'est le fait de mentir quand on fait une expérience change, sur le plan cognitif, la réaction des consommateurs. C'est-à-dire, si un consommateur sait qu'on peut lui mentir, au cours de l'expérience, il va changer son comportement. Enfin, c'est un peu ça l'idée générale. Et donc ce mensonge, on l'évite, et même on dit au consommateur, on vous assure, dans cette expérience, qu'il n'y a aucun mensonge à aucun moment de l'expérience. Contrairement à l'analyse sensorielle, très souvent l'analyse sensorielle, on s'autorise les mensonges, mais en économie expérimentale, on s'en interdit. Voilà. Alors, et après, on fait une vente réelle au moment de l'expérience. Alors, je vais juste passer sur des aspects théoriques qui sont intéressants. C'est-à-dire que quelle est la façon qu'on a de révéler le consentement à payer des consommateurs? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le consentement à payer d'un consommateur, il est influencé par tout l'environnement économique, les dictages des produits, etc., etc. Mais il est aussi influencé par le prix. Alors là, il y a deux littératures, deux façons de faire qu'on fait, pour essayer de les comparer. C'est ce qu'on appelle le choice experiment, les expériences de choix, où on montre le prix au consommateur, ou alors on ne le montre pas. On demande une déclaration de son consentement à payer des consommateurs, sans montrer le prix. Alors, je ne veux pas discuter là, on n'a pas le temps de discuter des avantages et des inconvénients. Sachez qu'il y a chaque discipline a son intérêt, chaque façon de faire a son intérêt et a ses inconvénients. Simplement, ici, il y a une méthode dans les révélations directes du consentement à payer, c'est-à-dire sans avoir montré le prix. Il y a une méthode qu'on appelle la Beckett de BDM, d'une littérature américaine. Et puis après, nous, ce qu'on est en train de travailler ici, c'est une méthode qui repose sur l'effet de comparaison. C'est-à-dire que la méthode BDM, pour faire vite, c'est une méthode de révélation des consentements à payer brut d'un produit par produit, 20 par 20, d'accord? Mais l'idée, c'est de dire, dans la méthode qu'on est en train de travailler à l'heure actuelle sur le plan théorique, c'est de dire, eh bien non, cette méthode n'est pas valable parce qu'on ne fait que comparer. Dans la vie, on ne fait que comparer. Et si tout est dans la comparaison, et je rejoins ma remarque du début de mon intervention, qui est de dire, eh bien, tout est dans le disponible qu'on a quand on achète une bouteille de vin, eh bien, c'est-à-dire qu'on compare ce que l'on peut comparer, et à ce moment-là, ça change complètement les résultats, et donc il faut retravailler nos systèmes d'évaluation du comportement des consommateurs. Alors voilà les méthodes qu'on utilise. Je vous donne simplement un exemple qui est un travail qu'on a effectué sur le vin et réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on a travaillé, on a sélectionné des vins d'une même appellation d'origine contrôlée, qui étaient représentatifs de ce que l'on pourrait estimer être les effets du réchauffement climatique, des caractéristiques de fruits cuits, de concentration, etc. Et puis, dans la même AOC, on a trouvé des vins, on a sélectionné un autre vin, en l'occurrence un vin A, qui est absolument pas représentatif du réchauffement climatique, qui est au contraire avec une absence de fruits cuits et qui est beaucoup plus classique, entre guillemets. Et donc on a fait ce genre de travail pour essayer d'estimer ce qu'allait être la réceptivité des consommateurs par rapport au réchauffement climatique, et en déclaratif, on n'avait absolument aucune différence affichée en note hédonique. Et voilà. Et par contre, à l'inverse, la révélation du consentement à payer, au moment où l'acheteur est obligé d'acheter son vin et va se déclarer dans son consentement à payer, on voit une distinction très forte où le vin du réchauffement climatique a été distancé par le vin traditionnel. Donc c'est au sein d'une expérience d'une même AOC. Donc il y a
une significativité qui est révélée grâce à la technique de l'économie expérimentale. Hein. Et alors le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que cette expérience, elle a été menée par un aspect, d'une part, ponctuel, où les consommateurs étaient un peu pris par surprise dans le cadre de cette expérience, et puis aussi un aspect d'achat répété. C'est-à-dire après avoir consommé durablement ces vins, quelle était la répétition, finalement, au bout du compte, qu'est-ce que vous achetez comme vin? Donc on a construit ce protocole expérimental qui tient compte des habitudes, parce que ça c'est une des marges de manœuvre qu'on a, c'est de faire intervenir cette répétition des achats, en tous les cas cet achat réfléchi, qui fait qu'au bout du compte, quel est l'équilibre économique qui se forme. Et on a eu une inversion des préférences par rapport à ça. C'est-à-dire que en achat ponctuel, c'est-à-dire que le vin flatteur, hein, le vin B, était devancé largement le vin A, mais en fait, au bout d'une répétition des achats et d'un achat réfléchi, le consentement à payer du vin A dominait le consentement à payer du vin B. Voilà. Donc c'est juste une photographie un peu de ce type de résultat qu'on peut obtenir par l'économie expérimentale. Hein. On y travaille aussi, donc Yann Reynaud qui travaille sur la réduction des sulfites dans les vins, on va vous en parler après. On a plusieurs champs d'application, je veux dire, et à chaque champ d'application, on adapte des protocoles, on adapte des problématiques, etc. etc. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par la problématique, vous avez un séminaire, c'est l'instant publicité, qui est organisé par Stéphanie Pérez et Sophie Camper, alors, par un des spécialistes européens, vraiment Pierre Combris, qui va présenter ici le 27 octobre 2016. Donc très bientôt, il viendra nous faire l'honneur de présenter la technique de l'économie expérimentale en comparaison de l'analyse sensorielle. Et donc il aura tout son temps laissé lui pour développer un peu la théorie, présenter quelques résultats et essayer de convaincre un peu le milieu de la communauté scientifique de la pertinence de la méthodologie. Voilà, je vous remercie.